poursuivre avec Réjeanne. Je vous rappelle que en direct sur YouTube et sur Facebook, vous pouvez faire remonter vos questions que je poserai répondre après son intervention, après sa présentation. Voilà, donc c'est à toi Réjeanne. Donc aujourd'hui, nous allons faire une petite visite en direct de Blois du musée numérique autour de en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc on commence cette visite par un tableau qui a été peint par un peintre en 1733-1734. C'est un tableau qui s'intitule La famille du duc de Valentinois et c'est en fait une mise en scène de la famille princière monégasque au moment où le prince régnant Jacques Ier dépose son abdication en faveur de ceci. Se trouve tout à gauche du tableau. Il est assis sur un petit trône en fait en velours et il nous désigne le reste de ses frères et sœurs avec sa main. Le jeune prince un petit peu parce que du coup le visuel met un peu de temps. Un peu beaucoup de temps. Ouais. Du coup. T'inquiète, ça arrive. Attends, j'ai un petit souci moi du côté de ma tablette. Attends, il faut que je relance. Donc le tableau s'affiche bien là. Ok. Alors donc on revient à notre œuvre qui présente la famille princière monégasque avec le prince nouvellement arrivé au pouvoir, Honoré III, qui est donc sur la gauche de ce tableau. Il est donc présenté un chef de famille puisqu'il nous désigne le reste des enfants de sa main. Donc on voit réellement que c'est lui qui mène cette famille. On voit la hiérarchie des enfants assez clairement puisque les deux héritiers mâles sont sur les deux extrémités du tableau. Ils encadrent le reste des enfants. Et le deuxième sur la liste de succession, qui est tout à droite, regarde vers son frère, donc le suit, lui prononce sa fidélité. Les parents de ces enfants sont présents dans ce tableau, mais pas en personne. Ils sont dans un portrait au-dessus d'eux. Donc on a ici une peinture dans une peinture. Et c'est un moyen de se montrer comme donnant le pouvoir à ses enfants, comme aussi justifiant leur statut, puisque ce sont des enfants d'un couple royal, mais en se mettant en retrait, en étant un petit peu passif de cette scène. Le cadre de ce portrait familial est donc le palais de cette famille, pont de Ville avec quelques détails, avec un très joli pavage sur le sol. On a également un escalier de marbre, un petit oranger, un perroquet aussi. Tous ces petits détails qui nous montrent la richesse de la famille, son prestige et également ses goûts artistiques. Le dernier élément important sur cette œuvre pour notre étude, c'est le peintre. Donc, comme je l'ai dit, Pierre Gaubert, qui est un peintre français et plus précisément un portrait. Donc, un artiste assez important et très prestigieux. La famille monégasque fait appel à lui, notamment pour se placer dans l'orbite un petit peu Louis XIV, que ce soit dans l'orbite de son pouvoir, mais également de ses goûts artistiques. Donc cette petite analyse nous permet de dégager différents points qui sont, que je vais développer un peu plus en détail dans cette visite. Tout d'abord, l'importance des familles royales européennes et de leurs pratiques dans la création artistique à cette époque-là. Et ensuite, le fonctionnement du monde de l'art qui s'organise avec des artistes gravitant autour des cours européennes, qui travaillent pour ces cours européennes, mais également des artistes qui voyagent entre ces cours, entre les différentes familles. Donc nous allons commencer par parler un petit peu des pratiques familiales de ces grandes familles régnantes. Donc l'objectif principal de ces familles régnantes, et depuis longtemps, pas seulement au XVIIe ou au XVIIIe siècle, c'est donc de conserver le pouvoir entre les mains des personnes de leur sang, de leur famille, mais aussi d'étendre leur influence sur les territoires alentours. Donc, avec ces objectifs, ces familles sont toujours soit en conflit, soit alliées. Et finalement, la différence entre ces deux États tient parfois à très peu de choses, comme un mariage par exemple. Je vais prendre pour exemple une alliance
noces assez précises. Donc en 1756, on a le royaume de France qui décide d'un nouvel accord de paix, de coopération avec la maison des Habsbourg, donc la grande famille qui dirige une grande partie de l'Europe de l'Est. Et cet accord qui est politique, et c'est un mariage, celui de l'héritier des Habsbourg, donc le prince Joseph, et la petite fille de Louis XV, Isabelle Bourbon de Parme. À l'occasion de cette union, un grand cycle de tableaux est réalisé, on appelle communément le cycle des noces. Et vous avez ici le premier de ces tableaux qui nous présente l'arrivée de la princesse Bourbon française à la cour de son futur mari. Un tableau qui est réalisé entre 1760 et 63, donc quelques années après l'accord entre les deux puissances, mais assez rapidement après les noces elles-mêmes. Donc on voit ici la princesse qui arrive dans la ville. Elle est au premier plan dans un carrosse un petit peu plus clair que le reste de la représentation. Et ce cortège est composé d'une centaine de calèches, de carrioles tirées par 6 chevaux chacun. Donc c'est un cortège extrêmement prestigieux qui parcourt toute la ville avant d'arriver à l'église où vont être unis les deux époux. Donc bien sûr, c'est un moyen de célébrer un petit peu en grande pompe cette union, ce mariage, mais pour les Bourbons, c'est aussi un petit peu le moyen d'exposer leur richesse et leur prestige à la cour des Habsbourg et plus généralement à tous les habitants de cette ville. Pour représenter ce cortège extrêmement prestigieux, le peintre utilise ingénieuse. Il place la ville vraiment à l'arrière-plan de ce tableau, dans vraiment une toute petite partie de la toile. Et tout le reste est vraiment dédié à ce cortège qu'il dépeint de façon extrêmement précise, extrêmement minutieuse. Donc on a avec des costumes vraiment bien détaillés et des couleurs vraiment assez précieuses. Donc, et sachant que ce mouvement serpentin que fait le cortège, c'est vraiment une imagination du peintre, hein, mais ça fait partie de sa solution pour nous présenter tout ce cortège. Il faut savoir que dans ce cycle, il y a également un tableau pour le souper, pour le concert, pour le dîner des noces. Donc vraiment, ça a été une très très grosse commande de la part des Habsbourg. Les mariages entre dynasties, comme celui-ci, créent des liens très forts et relativement durables entre les territoires et entre les grandes familles, ce qui évite les guerres et permet d'étendre les influences, donc un petit peu tout ce que recherchent les familles. Si on prend l'exemple de Marie-Antoinette, la femme de Louis XVI, qui est ici portraitée par Élisabeth Vigée-Lebrun, une des grandes artistes, des grandes portraiteurs de Louis XVI, qui est une femme, c'est assez rare pour être noté. Donc Marie-Antoinette, c'est l'avant-dernier enfant du couple impérial des Habsbourg, donc d'Europe de l'Est, qui ont 16 enfants en fratrie, mais beaucoup de ces enfants meurent enfants ou adolescents, donc il y a assez peu finalement de ces enfants qui arrivent à l'âge adulte. Donc Marie-Antoinette est mariée à l'héritier du royaume de France, et c'est ça, Marie-Caroline, elle est mariée au futur roi du royaume de Naples et de Sicile. Donc vraiment, deux des très grandes puissances qui sont autour des Habsbourg à cette époque-là. Sachant que deux de leurs frères qui vont être successivement empereurs vont, eux, épouser des princesses d'autres dynasties. Donc vraiment, on a un effort de la part des Habsbourg de vraiment placer, entre guillemets, leurs enfants sur l'échiquier politique européen. Donc Marie-Antoinette, à Versailles, la résidence royale française, à partir de 1777, va faire réaliser un jardin qui lui est personnel, un jardin qui se place en marge de celui de son mari. C'est un jardin qui est beaucoup moins strict, beaucoup moins pompeux et impressionnant que celui du roi.
C'est un jardin qu'on dit à l'anglaise, où tous les éléments sont mis en place pour créer une illusion de nature sauvage. Donc vous voyez ici, on a une vue de ce jardin, on a un cours d'eau, on a une rive, une petite forme finalement assez naturelle, mais tout ceci est vraiment construit et réfléchi. Donc chaque élément a été placé par la main de l'homme. Ces jardins sont des ensembles un petit peu plus intimistes, un petit peu plus calmes que les jardins du roi. Et en Italie, au même moment, à peu près au même moment, sa sœur, Marie-Caroline, donc épouse du roi de Sicile et de Parme, comme je l'ai dit, fait à peu près la même chose. Donc également un jardin à l'anglaise, toujours dans la même recherche de calme et de nature. Et ici, on a encore plus cette illusion de nature sauvage, avec cette forêt qui est beaucoup plus fournie, et ce cours d'eau qui font vraiment une atmosphère de sous-bois. On a cette petite sculpture en marbre de la déesse Vénus qui nous rappelle que finalement tout ceci est construit. Donc c'est pas un hasard si les deux sœurs font les mêmes jardins au même moment. Elles sont d'une culture semblable, et puis elles sont toutes les deux reines d'une très grande puissance européenne, donc elles gravitent dans les mêmes cercles culturels. Au XVIIe siècle, les souverains européens commencent à manipuler la création artistique à des fins, je dirais, de propagande, même si c'est un terme qui est un peu anachronique pour les XVIIe et XVIIIe siècles. Mais donc, ces souverains utilisent la création artistique pour faire passer des messages forts, pour soutenir leur image et leur politique. Louis XIV est l'un des premiers à le faire dans une ampleur vraiment très très grande et de façon très cohérente et très réfléchie. Le chantier de Versailles, château et jardin, est un exemple assez frappant de cette politique artistique cohérente. C'est un chantier qui s'étale sur une quarantaine d'années où absolument rien n'est laissé au hasard. Une des thématiques qui est développée à Versailles, c'est l'identification de Louis XIV au dieu Apollon. Donc ici, vous avez une des fontaines de Versailles où l'on voit Apollon sur son char. Apollon, c'est le dieu soleil qui fait que le jour se lève, que finalement le monde tourne, et c'est aussi le dieu protecteur des arts. Donc grâce à ce rapprochement, Louis XIV se place comme un souverain éclairé, intelligent et cultivé, protecteur des arts, mais aussi éclairant, qui répand sa lumière sur le monde, sur son territoire, mais également sur le reste de l'Europe. Il est le centre de ce monde via la monarchie absolue et également via son rôle de grand mécène. Cette identification à Apollon a une très grande résonance à l'époque de Louis XIV et après lui dans toute l'Europe. Cette image de souverain éclairé est extrêmement appréciée par les souverains qui vont le suivre. Et on la retrouve par exemple chez les Habsbourg avec cette sculpture de Apollon dans les jardins de leur résidence viennoise. Et donc cette sculpture est réalisée à l'époque des parents de Marie-Antoinette. Dans une autre monarchie européenne, en Pologne, où Stanislas II, dans son palais, sur un des plafonds, fait représenter Apollon et son arc avec le soleil vraiment derrière lui. Et ici, c'est une identification qui va encore plus loin, puisque Stanislas II de Pologne fait apposer son visage sur celui du dieu. C'est un petit peu moins subtil, mais c'est extrêmement efficace. Les grandes familles monarchiques, les grandes familles européennes, condensent donc le pouvoir, l'influence, les relations, l'argent, qui sont extrêmement forts pour les artistes, d'autant que dans certains endroits, comme en France, où la monarchie est très très absolue et centralisée, est vraiment un endroit où, et le seul endroit où on peut être vraiment reconnu en tant qu'artiste, voire simplement survivre en tant qu'artiste. Les souverains ont leurs artistes officiels,
allant même parfois jusqu'à inscrire les statuts de ces artistes dans leur texte de loi, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ces artistes officiels participent entièrement à la politique de leur souverain, à la politique artistique de leur souverain. Pour Louis XIV, par exemple, et Charles le Brun. Louis XIV s'entoure de vraiment beaucoup d'artistes, mais pour la peinture, le principal est Charles le Brun. Ici, vous avez une de ces peintures qui est réalisée à Versailles. Sachant que Charles le Brun, Versailles, est chargé de la confection, mais également de la direction de beaucoup, d'une grande partie artistique de Versailles. Donc il a beaucoup de responsabilités. Cette peinture est sur la voûte de la Galerie des Glaces, donc un endroit très important à Versailles où le roi reçoit beaucoup de personnes. Donc c'est une peinture qui est beaucoup vue. Ici, on a le roi tout en bas qui est sur son trône. Et cette peinture s'intitule « Le roi gouverne par lui-même ». Donc c'est vraiment une affirmation ici de la monarchie et du pouvoir vraiment du roi, à la fois politique et artistique. Les souverains à leur service des artistes étrangers. Par exemple, le peintre de paysage prussien Jacob Philipp Eckert est appelé en 1777 par Ferdinand IV de Bourbon, donc le roi du royaume de Naples et de Sicile. À cette cour, il va peindre notamment ce tableau qui s'intitule Jardin anglais du palais royal de Caserta avec le Vésuve fumant derrière. Donc, un titre assez long. Et ce tableau est destiné à décorer le cabinet du roi, sachant que le cabinet du roi, c'est vraiment l'une des pièces les plus privées d'un palais royal. Donc on voit ici la confiance qu'accorde Ferdinand IV à ce peintre prussien. On peut imaginer que c'est une vue de son jardin que le roi apprécie beaucoup, qu'il a envie de voir quand il travaille, mais on peut aussi comprendre une façon d'affirmer son pouvoir sur ce territoire. Et le Vésuve qu'on voit à l'arrière, ce volcan actif qui vraiment fait partie de l'identité visuelle de la région de Naples, mais l'identité de ce territoire. On a un petit groupe de personnages qui est au premier plan et qui finalement est en totale harmonie avec toute la nature qu'il y a autour. Et on peut ici comprendre l'harmonie que veut présenter Ferdinand IV de son règne, et peut-être de son rapport aussi avec la nature. Il faut savoir qu'avant d'arriver à la cour de Ferdinand IV, ce peintre, Jacob Philipp Eckert, voyage pendant une quinzaine d'années dans son propre pays, la Prusse, mais également en Suède, en France et puis dans le reste de l'Italie. Il faut savoir que ce type de voyage est très courant pour les artistes, notamment pendant leur formation. C'est un moyen de se cultiver, de rencontrer d'autres artistes, mais également de se faire une réputation et de rencontrer des commanditaires potentiels. Ici, je vous présente un pastel qui s'intitule Nymphes de la suite d'Apollon. Donc les nymphes, ce sont ces entités féminines. On notera que Apollon est encore présent ici. Ce pastel est réalisé par Maurice Quentin de la Tour, qui est à cette époque un jeune artiste, encore en formation, qui est en train d'apprendre le dessin à Paris. Ce pastel est en fait une copie d'une autre œuvre, également un pastel, qui est réalisé par une artiste vénitienne, Rosalba Carriera. Donc cette artiste est de passage à Paris entre 1720 et 1721 et elle est spécialisée dans le portrait au pastel. Son passage dans la capitale française va un engouement énorme pour cette technique, le portrait au pastel, qui n'était pas forcément une pratique majeure avant son passage. On a beaucoup de témoignages de gens de la cour, de gens de la bourgeoisie française qui vraiment se pressent à porter par Rosalba Carriera. Le fait qu'un artiste en formation, donc Maurice Quentin de la Tour, ait fait cette copie, sachant qu'il en a fait plusieurs, montre vraiment que cet artiste a eu beaucoup de succès dans la cour, dans la bourgeoisie, mais également chez les artistes.
Et ce voyage qu'elle fait en 1720-1721 à Paris a permis la transmission d'une technique très précise, très particulière, d'un pays, vraiment d'une région même de Venise, à un autre en France. Et c'est en France. Donc nous avons un XVIIe et un XVIIIe siècle qui sont menés par les monarchies européennes, que ce soit sur le plan politique et artistique, avec des alliances, des émulations. Et ces grandes familles condensent, voire centralisent et monopolisent la création artistique. Les politiques d'alliance et de mariage qui se font entre ces familles, ainsi que les voyages que les artistes font entre les différentes cours, favorisent des échanges artistiques nombreux qui font que des styles ou des pratiques particulières vont se retrouver un petit peu partout en Europe à des époques différentes. Cela ne devient pas comme on pourrait l'imaginer, puisque les traditions locales ne sont jamais très loin et puis teintent presque toutes les créations artistiques dans les différents pays. De plus, les oppositions entre les grandes familles poussent chacune d'elles à une certaine course au prestige et à une volonté de se différencier des autres. Donc en fait, c'est un terrain très fertile pour les artistes qui, s'ils sont dans les bonnes faveurs de ces familles, ont beaucoup de moyens. Les années 1780 voient la fin, ou tout du moins la mise en péril, de la plupart des monarchies européennes, avec bien sûr la Révolution française, mais aussi une grosse perte de territoire pour les Habsbourg, dont l'Empire était déjà divisé en deux, ou encore l'effondrement de la couronne de Pologne. Dans tous les cas, le type du souverain éclairé qu'on peut définir sur le modèle de Louis XIV s'éteint un peu progressivement au cours du XVIIIe siècle avec l'étiolement, l'affaiblissement du pouvoir absolu des monarchies. Cet affaiblissement se fait pour vraiment des raisons différentes, des problèmes de succession, des pertes militaires ou encore des problèmes économiques. Ça va ? Oui. Non, c'est bon. Ça y est, tu as terminé. Oui, ça y est. Ah, d'accord. Pardon. Merci beaucoup, Réjeanne. Avec plaisir. On va pouvoir